Je vais tomber le masque pour quelques minutes. Et je vous remercie d'abord d'être revenus si nombreux à notre seconde journée du colloque de rentrée de cette année qui se présente pour la première fois sous forme de bal masqué. L'année prochaine, j'espère que nous aurons aussi un bal costumé avec un thème. C'est dommage, les civilisations auraient fait un thème parfait. Mais nous allons commencer tout de suite et j'ai le grand plaisir de présenter notre collègue, le professeur Anne Lafont, qui ancienne pensionnaire de la ville La Médicis, qui a ensuite travaillé pendant 10 années à l'Institut national d'histoire de l'art avant d'être nommée directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales sur un projet d'histoire de l'art et créolité. Ces travaux de recherche, comme vous le savez, ont porté principalement sur l'art des XVIIIe et XIXe siècles, avec un intérêt particulier pour l'œuvre de la Révolution française et l'imagination picturale des nouveaux citoyens, les Noirs, à l'échelle des révolutions atlantiques, recherches qui ont été condensées dans son ouvrage tout récent, L'art et la race, l'Africain, tout contre l'œil des Lumières. Et elle travaille à présent sur l'art des Antilles françaises pendant la période coloniale esclavagiste et sur les cultures visuelles et artistiques des Amériques françaises. Voilà. Le thème de la première intervention de ce matin qu'elle va faire, c'est « Que fait l'art africain à la notion de civilisation ?» Chers collègues, si vous voulez, alors je crois que vous vous assirez. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation, cet accueil. Merci beaucoup, Vinciane. J'arrive tout juste et malheureusement, je n'ai pas pu être là hier, mais je suis vraiment heureuse d'être parmi vous, même en partie masquée, et encore plus, ça donne encore plus envie de prendre la parole que de pouvoir enlever le masque pendant une petite demi-heure. Donc, je me réjouis de participer à cette discussion sur la notion de civilisation ou sur les civilisations au pluriel, comme c'était mentionné dans l'appel. Je vais juste... Hop. Parfait, tout marche bien, merci. La diffusion en 1969 d'un documentaire télévisé intitulé « Civilisation », produit par la BBC et commandé à Kenneth Clark. Donc j'imagine, c'est pas comme ça que j'avance. Voilà. Donc la diffusion, et ça c'est une partie du générique, en 1969 d'un documentaire télévisé intitulé « Civilisation », produit par la BBC et commandé à Kenneth Clark, son narrateur, sur l'histoire de l'art européen de la chute de l'Empire romain à la Révolution industrielle, et l'apparition quasi simultanée des textes de cette même émission forme le point de départ de cette communication sur la notion de civilisation en ce qu'elle croise l'art africain. En 1966, Kenneth Clark était un historien de l'art britannique reconnu et établi. Âgé d'un peu plus de 60 ans, il avait dirigé la National Gallery of Art de Londres, puis il avait occupé la plus grande chaire d'histoire de l'art de l'université britannique, la Slade Professor of Fine Arts d'Oxford, puis au lendemain de la guerre, il avait rejoint l'administration de la jeune télévision publique, la BBC, en 1954. C'est au moment où la chaîne anglaise s'apprêtait à opérer son passage à la couleur que le producteur David Attenborough commanda à Clark une série de documentaires sur l'art, comme celui-ci le raconta dans la préface du livre, qu'il conçut à partir des textes écrits pour accompagner ses films. Donc là, j'ai mis la couverture de la version française. Quant au projet précis, Clark s'en expliqua, et voici ce qu'il dit. Ceci, et en l'occurrence, il parle à ce moment-là de l'absence de l'art espagnol dans le documentaire. Ceci m'amène à dire un mot sur le titre de la série, titre que j'ai gardé pour le livre. Il est dû au hasard. La BBC désirait une série de films en couleur sur l'art, et elle pensait que je pourrais la conseiller. Lorsque David Attenborough, alors responsable de la BBC Two, m'en a parlé, il a utilisé le mot « civilisation ». Et c'est ce seul mot qui m'a décidé à entreprendre le travail. Je n'avais pas une idée très précise de ce qu'il signifiait, mais je trouvais cela préférable à la barbarie, et il m'a semblé que le moment était venu de le dire. Le hasard, donc, est le moment venu de dire la civilisation. Deux arguments contradictoires, car si le moment était alors venu, ce ne pouvait être le fruit du hasard. D'ailleurs, dans le film, dont le texte diffère quelque peu du texte publié, Clark précisait que la civilisation occidentale, étant à nouveau menacée de disparaître, on est en 69, son entreprise télévisuelle s'attachait en quelque sorte à la sauver en montrant les plus hauts faits que sont les monuments artistiques.
Clark entama l'enquête par une comparaison. En effet, dans le livre, après avoir justifié l'exclusion de l'Espagne, au motif qu'elle n'avait pas participé à, je le cite, un nouveau progrès de l'esprit européen, même si sur le plan de l'histoire de l'art au sens strict, elle apparaissait comme majeure, il poursuivait en expliquant un autre manque, et je le cite à nouveau. Donc, le plan initial des émissions ne concernait que l'Europe occidentale. De toute évidence, il ne pouvait inclure les anciennes civilisations de l'Égypte, de la Syrie, de la Grèce et de Rome, car il aurait fallu au moins 10 émissions de plus, et autant pour la Chine, la Perse, l'Inde et le monde de l'islam. Dieu m'est témoin, ajoutait-il, l'entreprise était déjà assez importante. Aussi, alors qu'il élargissait l'inventaire des absents au monde extra-européen, Clark ne disait rien sur l'Afrique, rien sur l'Australie, rien sur les Amériques. Or, les 3 premières pièces illustrées du livre, mettaient précisément en parallèle, comme un monstre de la pensée, un masque en bois des Sang, donc c'est un masque gabonais, daté du XIXe siècle, qui est aujourd'hui conservé au Courtauld Institute de Londres. C'était la seule présence africaine du livre, et étrangement, elle n'apparaissait absolument pas dans le film. Aussi, il s'agissait d'une présence inaugurale qui, me semble-t-il, devait justifier le non-retour de l'art africain dans l'exposé et clore, avant même de l'avoir ouvert, le débat sur l'éventualité d'une compréhension des civilisations africaines par leurs objets sacrés, par leurs monuments. Ainsi, Clark expliquait que si, et je le cite à nouveau, ce masque avait toutes les qualités d'une grande œuvre d'art, et bien qu'aujourd'hui la plupart des gens le trouvaient plus émouvant que la tête de l'Apollon du Belvédère, pendant les 400 ans qui avaient suivi sa découverte, la statue antique avait été la sculpture la plus admirée du monde. Napoléon était très fier de l'avoir volée au Vatican. Puis Clark enchaînait sur un constat définitif concernant l'objet africain et écrivait « Indépendamment de ses mérites en tant qu'œuvre d'art, l'Apollon incarne un plus haut degré de civilisation que le masque nègre. » 2 choses découlent de cette affirmation. 1. La qualité formelle est à distinguer de la portée civilisationnelle de l'œuvre d'art. Et 2. La sanction hiérarchique est sans appel. Le degré de civilisation du premier est plus élevé, sur l'échelle universelle, s'entend selon Clark, que le second. S'ensuivait une explication de cette distinction, posant le fait que l'imagination des Noirs était faite de superstitions et que celle des Grecs de l'Antiquité correspondait à, je le cite, « un monde de lumière et de confiance où les dieux nous ressemblent, sauf qu'ils sont beaucoup plus beaux et descendent sur la terre pour enseigner aux hommes la raison et les lois de l'harmonie. » Clark ajoutait toutefois que s'il ne fallait pas prendre cette constatation de manière trop littérale, la différence entre les 2 œuvres devait être comprise comme la révélation d'un rapport au monde distinct. L'homme de la première société étant dans une lutte de survie immédiate, alors que l'homme de la seconde, donc l'homme grec, était, je cite, éprouvé le besoin de développer ses facultés, de réfléchir et de ressentir afin de se rapprocher le plus possible d'un idéal de perfection où s'équilibreraient la raison, la justice et la beauté physique. Or, dans la démonstration de Clark, l'Europe occidentale s'avérait l'héritière de cet idéal. Aussi, Africains et Grecs formaient dans cette démonstration de l'historien de l'art britannique 2 pôles opposés, et l'auteur usé de la Grèce antique, comme d'autres avant lui, si l'on en croit l'historien Philippe Jocquet dans son livre « La Grèce blanche », pour rejouer un partage racial inaugural qui dispensait de considérer l'Afrique en termes de civilisation, dont témoigneraient ses objets sacrés. Le succès du documentaire fut, dit-on, exceptionnel, augmentant la fréquentation dans les musées en Grande-Bretagne et aux États-Unis après la diffusion de chaque émission. Et l'exclusion de l'Afrique du monde civilisé, postulat matriciel de Clark, faisait consensus en 1969, comme devait le remarquer indirectement, et je vais tenter d'en faire la démonstration, le sociologue Norbert Elias, son exact contemporain. La thèse de Norbert Elias, parue à Bâle en 1939, identifiait d'abord la notion de civilisation dans son acception d'Ancien Régime, comme un processus, une construction, une fabrique de normes sociales au sein des différentes nations européennes. Puis pour le XIXe siècle, Elias identifiait une définition modifiée de la civilisation qui se distinguait par le fait que les normes de civilité étaient désormais, selon lui, un acquis et fondaient un système social stabilisé, central et européen, propre à la diffusion et à l'expansion transcontinentale, y compris dans sa forme coloniale. Compte tenu de la guerre, la thèse d'Elias n'eut quasiment aucune réception et ne fut rééditée, d'abord en anglais, puis progressivement dans d'autres langues, qu'à partir de 1969, donc 30 ans plus tard, sous le titre « The Civilizing Process ».
En français, c'est en 2 volumes, parus respectivement en 1973 et 1975, qu'elle fut publiée sous les titres suivants: La civilisation des mœurs et la dynamique de l'Occident. Les années 70 et 80 furent d'ailleurs celles de la publication de nombreux travaux de Norbert Elias et les premiers temps de la fortune internationale de sa théorie générale sur la civilisation. Or, ces rééditions survinrent quelques années après le séjour ghanéen du sociologue, qui enseigna de 1962 à 1964 à l'université de Legon, près d'Accra. C'était également la période durant laquelle le chercheur africain-américain W.E.B. Du Bois vivait lui aussi au Ghana, où il conduisait les premières recherches pour l'Encyclopædia Africana et où il mourut en 1963, alors qu'Elias y vivait. Par conséquent, l'histoire, l'anthropologie et la sociologie des populations noires, sous des formes politiques et académiques, s'imposaient dans le Ghana de l'indépendance. Aussi, il n'est pas inintéressant d'envisager comment cette expérience africaine engagea Norbert Elias et éventuellement agit sur sa conceptualisation du processus de civilisation comme exclusive européenne. Selon Katie Liston et Stephen Menel, l'expérience ghanéenne d'Elias, bien qu'elle fît l'objet de nombreuses notes sur place, ne marqua pas immédiatement les écrits sur le processus de civilisation. Je suis pourtant d'avis d'explorer plus avant les effets de l'expérience africaine du sociologue sur son œuvre. D'une part parce qu'Elias tint un discours en creux sur l'Afrique dès sa thèse de 1939. Il y identifiait en effet les processus de civilisation extra-européens. Et d'autre part, pendant son séjour ghanéen, au début des années 60, il entama une collection d'art africain sur laquelle il écrivit pour mettre en correspondance la découverte de ces objets avec sa conception du processus de civilisation. D'ailleurs, en 1990, dans son autobiographie, Elias écrivait que ces 2 années avaient été une expérience extraordinaire et que c'est à cette occasion qu'il avait commencé à aimer profondément la culture africaine. Il ajoutait alors que ce déplacement dans l'espace avait été aussi l'occasion d'un déplacement dans le temps d'avant le processus de civilisation, puisque le séjour au Ghana lui avait permis d'entrer en contact avec des sociétés, écrivait-il, je le cite, plus simples, moins développées et non encore parvenues à notre stade de civilisation, à l'instar de ce qu'avait été, selon lui, la Grèce ancienne. Elias écrivait en effet, je le cite, « Je savais qu'au Ghana, je pourrais voir des opérations magiques, que je verrais des animaux de sacrifice in vivo, et j'ai effectivement vécu là-bas beaucoup de choses qui ont perdu tout relief dans des sociétés plus développées. Cela avait bien sûr quelque chose à voir avec ma théorie des processus de civilisation. Les émotions étaient plus fortes et plus immédiates. » Norbert Elias écrivit bien « ma théorie des processus de civilisation », assumant donc en 1990 que la civilisation avait connu plusieurs processus. De même, dans ce court extrait, l'expérience africaine posait une seconde question, ou avançait implicitement une seconde hypothèse, à savoir qu'il était possible de comparer, voire même de hiérarchiser les sociétés entre elles, mais relativement, et non pas absolument, ni même essentiellement. Autrement dit, qu'il était possible de comparer les différents processus de civilisation et de les placer dans ce qu'il appelait un ordre séquentiel des sociétés plus ou moins développées. Toutefois, en comparant l'Afrique de 60 à la Grèce ancienne, Elias rompait avec le syllogisme des théories explicatives fondées sur la race, telle celle de Clarke, qui, en faisant une correspondance directe entre la Grèce antique et l'Europe d'aujourd'hui, et même, disait l'historien de l'art, le Ouest, l'Occident, allait au-delà d'un ensemble continental et, de fait, assumait une entité raciale, grosso modo, blanche et transatlantique. Aussi, c'est l'ambition de ma communication d'aujourd'hui que de revenir sur le geste de collectionneur du sociologue, en regard de celui de l'historien de l'art et homme de télévision Kenneth Clarke, pour comprendre la place de l'Afrique et de l'art africain dans la pensée et l'imaginaire de la notion de civilisation à la fin des années 60. L'Afrique est pour ainsi dire absente de la thèse d'Elias, encore une fois, qui date de 1939. Elle n'apparaît au sens strict que pour incarner l'altérité absolue, à la fois raciale et spéciale, ou d'espèce, lorsqu'il évoque le fait que dans l'œuvre d'Erasme, l'étranger est particulièrement mal loti. Pour commencer, on le regarde comme une bête curieuse d'Afrique. L'étranger incarne ici le degré suprême d'altérité. Cependant, Elias évoque à plusieurs reprises les sociétés primitives, les sociétés traditionnelles, les orientaux, qui, dans une perspective altérisante indifférenciée, peut inclure les sociétés africaines, alors qu'Elias en exclut par exemple la Chine, comme on le comprend notamment à la lecture de l'histoire longue de la dissimulation et de la disparition de l'arme, du couteau, à la table de l'alimentation, signe, dans la théorie éliasienne, d'un stade avancé du processus civilisationnel.
Parallèlement, le terme ancien de barbare, qui qualifiait le statut opposé à celui de civilisé, ne semble présent que dans la bouche des autres, lorsqu'Elias les cite ou les ventriloque, les Chinois parlant des Européens ou l'auteur anonyme de Habits of Good Society, paru en 1859. Elias n'endossa pas cette qualification morale des populations pour quelque société que ce soit, y compris celles africaines. Si l'on admet en revanche qu'implicitement et parfois plus explicitement, il associait les sociétés africaines aux sociétés primitives, il leur prêtait néanmoins des modalités de codification sociale similaires à celles européennes quand il écrivait, je cite, « Il est certain que de tout temps, les hommes ont connu la régulation et le refoulement social des pulsions et une certaine prévision. Mais cette prévision, cette maîtrise de l'émotivité prennent, qualitativement et quantitativement, un autre aspect dans une société d'éleveurs de bétail, dans une caste de guerriers, que chez des courtisans, des fonctionnaires, des membres d'une armée mécanisée. » Elias distinguait donc les éleveurs et les guerriers d'un côté, les courtisans, les fonctionnaires et l'armée mécanisée de l'autre, tout en restant dans la sphère sociale, sans racialiser ni même nationaliser ou généraliser à l'échelle continentale. Elias comparait deux sociétés dont l'organisation fonctionnelle témoignait de deux stades dans le processus de civilisation. D'ailleurs, sa comparaison ne portait pas sur l'Afrique et l'Europe, et encore moins sur les Noirs et les Blancs. Cette distance avec l'essentialisation, qui m'apparaît obstinément maintenue par Elias dans son œuvre, milite dans le sens d'une conscience de la variété des sociétés coexistantes et de leurs modalités distinctes mais analogues de mise en œuvre du processus de civilisation. Cependant, selon lui, le niveau de sophistication de la normalisation sociale et le passage à l'écrit des règles de savoir-vivre, avant même la centralisation et le monopole de l'usage de la violence par une autorité, indiquaient le stade d'évolution de chacune d'entre elles. Dans la théorie d'Elias, en 1939, il y avait donc plusieurs stades dans un schéma progressiste. De même, le processus civilisationnel connaissait des étapes, et si toutes les sociétés étaient engagées dans ce processus, elles n'étaient pas toutes au même stade. Le plus abouti étant, pour l'heure, et à lire l'Elias de 1930, l'apanage de l'Occident. Toujours selon le sociologue, il manquait encore à l'Afrique une mise à l'épreuve à une grande échelle spatiale, autrement dit la capacité à commercer sur de vastes territoires à l'échelle continentale et intercontinentale, par-delà les voisins immédiats, et la production d'une littérature normative écrite qui serve de repère fixe, standardisé dans la transmission et l'intériorisation des contraintes, l'acquisition des autocontraintes, nécessaires, toujours selon Elias, à une vie sociale régulée et homogène moderne. À l'inverse, il avait conscience du problème posé par la notion de civilisation en ce qu'elle s'était transformée en un projet colonial au XIXe siècle. Il écrivait en effet, déjà à cette époque, il parle de la fin du XVIIIe siècle, le terme de civilisation sert de justification aux tendances expansionnistes et colonisatrices de la France. Quand Napoléon entreprend sa campagne d'Égypte, il dit à ses troupes: « Soldats, vous vous lancez dans une conquête dont les conséquences sont incalculables pour la civilisation. » Et Elias poursuivait un peu plus loin, apparemment bien instruit du fait que la colonisation battait son plein en Afrique dans les années 30, par « Personne ne semble plus s'intéresser au problème de la civilisation conçu comme un processus. La conviction de leur supériorité, de la supériorité de la civilisation nationale sert de justification aux nations conquérantes et civilisatrices qui se hissent ainsi au rang de couches supérieures dans de vastes territoires extra-européens. » Aussi, Elias ne niait pas les avatars problématiques de ce processus civilisateur, mais il n'entreprit pas non plus un travail compensatoire, à savoir la description et l'écriture d'autres modalités de processus civilisationnels dont les sources n'auraient pas été précisément des règles écrites, comme la littérature normative sur le contrôle et la répression des pulsions affectives, ou encore les codes de conduite dans les besoins naturels, dont il donnait pour exemple dans sa thèse la nourriture et la toilette. En 1930, Elias avertissait donc d'un danger colonisateur du processus de civilisation qu'il voyait démarrer en 1800, comme il reconnaissait l'existence d'une histoire des processus de civilisation à l'œuvre dans les sociétés africaines. Donc il fait les deux d'un même mouvement, en fin de compte. Si dans sa thèse, il affirmait que la société européenne occupait un stade plus avancé que les sociétés qu'il qualifiait d'abord de primitives puis de plus simples, à l'instar de celle africaine, il n'avançait pas que ce processus était une exclusive européenne, et il affirmait même que celui-ci se déployait à l'échelle terrestre.
Forte de ce que l'on peut appeler l'Afrique en creux dans l'œuvre d'Elias, autrement dit, consciente du questionnaire à partir duquel s'élabora la littérature africaniste d'Ancien Régime, et là juste pour faire un petit... Je passe un petit peu vite là-dessus, ça a été l'objet d'un autre chantier où j'ai essayé de voir comment on retrouve finalement les mêmes critères de lecture des sociétés africaines par les humanistes des XVIIe et XVIIIe siècles, et en fin de compte que l'inventaire que fait Elias autour de la question de la mise en place des normes de civilité est celui qu'on essaye de calquer à ce moment-là dans la description des sociétés africaines. Et que dans ce sens, c'est une manière aussi d'intéresser l'Afrique finalement au processus civilisationnel dès les XVIIe et XVIIIe siècles. Et je pars d'un exemple de Dapper, donc, sur lequel je ne reviens pas là, mais c'est ce que je sous-entends en fin de compte, et il faut me faire confiance. On peut le lire ailleurs sur cet aspect-là. Donc je reprends juste, forte de ce que l'on peut appeler l'Afrique en creux dans l'œuvre d'Elias, donc ce qu'il dit des sociétés plus simples, dit-il, peut s'appliquer aux sociétés africaines, mais aussi du questionnaire à partir duquel s'élabora la littérature africaniste d'Ancien Régime, donc cet aspect cette projection finalement d'un ensemble de critères sur la lecture des sociétés africaines, en ce qu'elle renseignait d'ailleurs tout autant sur l'Europe que sur l'Afrique, il m'est apparu essentiel de regarder aussi du côté de la surprenante, à mes yeux en tout cas surprenante, collection d'art africain du sociologue, et de l'envisager comme la pièce complémentaire et indispensable à la compréhension de ce que l'art et l'Afrique font à son œuvre en général et à ses travaux sur le processus de civilisation en particulier. Plus encore qu'une sociologie de l'art, j'ai interrogé ce qu'Elias prêtait aux objets d'art africains quand, après le séjour ghanéen, il poursuivit ses travaux sur les processus historiques de civilisation. Car en 1969, Elias, l'exilé allemand à cheval entre l'Angleterre et la Hollande, était rentré depuis 5 ans de son séjour à Accra, où il avait entamé une collection d'art africain qu'il exposa pour la première fois dans la galerie de l'université de Leicester en 1970. Et donc ça, c'est le catalogue d'exposition qui est accompagné d'un texte. Donc, il accompagna l'exposition d'un texte sur ces objets, mais aussi d'une réflexion générale sur la définition de l'art que je choisis d'envisager en regard des interventions télévisuelles et livresques exactement contemporaines de Kenneth Clark, l'auteur donc de Civilization, A Personal View. Norbert Elias avança que la découverte de l'art africain fut fondamentale dans le sens où, je le cite, « cet art parle de façon beaucoup plus forte et plus directe aux émotions que l'art traditionnel européen du XIXe siècle ou de la Renaissance. » Et cela va parfaitement dans le sens de toute ma théorie des processus de civilisation. Car on a assisté au cours de la Renaissance à une énorme poussée de civilisation qui s'exprima surtout à travers la tentative de rendre les peintures et les sculptures autant réalistes que possible. Au XXe siècle, on assista à une forte réaction contre cette tendance et, toujours selon Elias, que je continue de citer, l'art non naturaliste, occidental, contemporain, présentait les mêmes qualités que les sculptures africaines. Aussi, dans la théorie éliasienne, la distanciation de l'art du XXe siècle avec le principe moderne d'imitation correspondit à une forme de rejet du processus de civilisation comme phénomène de mise à distance des affects et des émotions. Les artistes contemporains cherchèrent à renouer plus directement avec ces sensations et, je cite, avec l'imagination pure, autrement dit l'art abstrait, en développant des formes plastiques abstraites, tout comme les amateurs qui privilégiaient l'art contemporain et la sculpture traditionnelle africaine. Donc il fait un parallèle, ou une analogie plutôt, entre la sculpture traditionnelle africaine et l'art abstrait. Il le fait à la suite de Picasso, je dirais. Dans son introduction au catalogue de l'exposition de 1970, Elias articula donc son goût pour l'art africain à sa théorie générale de la notion de civilisation en faisant valoir 3 arguments. Tout d'abord, l'objet d'art africain traditionnel est l'archive de l'humanité, le moyen d'accéder à des sociétés dont le stade d'évolution est désormais inaccessible en Europe, car il n'en reste plus de traces. Ensuite, deuxième argument, acquérir et conserver précieusement ces objets revient, et c'est un argument classique du collectionneur, public ou privé, à pallier l'inconscience africaine de la préciosité et de la rareté de ceux-ci, mais aussi à pallier l'impossibilité matérielle des Africains d'en assurer la conservation. Elias pointant la quasi-absence de musées locaux. Enfin, le troisième élément fondamental était sa conviction qu'il avait là des objets témoignant de l'universalité de l'art. Elias évoquait en effet un, et je le cite, dénominateur commun, qui s'évaluait au rapport au temps propre à ces objets.
un rapport au temps de fabrication, non soumis à celui pressant du commerce, mais à celui plus lent et plus rare du rite religieux, et un rapport au temps historique, au temps de la tradition, qui fait que la pièce est réussie dans la mesure où elle s'inscrit dans une chaîne d'objets se présentant sous une forme analogue. Et en ce sens, cela allait à l'encontre, je dirais, de l'idéologie, on peut dire, des avant-gardes. Là serait, dans la théorie d'Elias, qui mène en parallèle l'étude des formes et l'étude des fonctions sociales, la définition de l'objet d'art traditionnel africain. Et d'ailleurs, à bien le lire, c'était même la définition de l'objet d'art traditionnel en général, auquel, en 1960, on ne pouvait avoir accès qu'en Afrique, car il avait disparu d'Europe depuis la Renaissance. C'est dans un second texte, plus élaboré et probablement un peu plus tardif, et d'ailleurs, il faut rendre une publication de 2004 de mon collègue Jean-Bernard Ouedraogo, qui a traduit ces deux textes-là en français, qui sont donc accessibles depuis une quinzaine d'années, en français, qu'il était depuis 1970 en anglais. C'est donc dans un second texte, plus élaboré et probablement un peu plus tardif, que Norbert Elias développa cette idée de l'universalité de l'art. Il la définit alors avec précision comme étant la condition de la réception des chefs-d'œuvre dans différentes sociétés, qui n'en sont pas au même stade d'achèvement de leur processus de civilisation. Autrement dit, selon lui, l'appréciation de l'art africain par les artistes et les amateurs européens du XXe siècle était un signe de son universalité. Il s'agissait donc de cette, et je le cite encore, couche de personnalité qu'ils ont en commun, car quelle que soit la séquence développementale d'une société, il existe une universalité de la capacité à façonner des œuvres d'art et à y réagir. Cependant, ajoutait Elias, la présence d'œuvres d'art de haut mérite dans une société n'était pas toujours le symptôme de l'avancement de celle-ci dans le processus civilisationnel, ni celui de celles qui les avaient vues naître, ni celui de celles qui les collectionnaient, dans le cas où elles étaient distinctes. Et là, on retrouve l'argument de Clark présenté au début de cette communication. Pour le dire autrement, l'Afrique pouvait produire des chefs-d'œuvre pour le goût européen, en dépit du fait que le processus civilisationnel n'était pas autant abouti sur ces deux continents. Un certain nombre d'individus européens, dont Picasso, s'enthousiasmèrent pour ces objets parce qu'ils projetaient sur eux des émotions et un imaginaire perdus depuis la révolution industrielle et le sommet de l'art illusionniste et idéaliste du XIXe siècle romantique. Ces formes brutes, considérées plus propres à l'authenticité et à l'intensité émotionnelle, les artistes, et, toujours selon Elias, les amateurs européens, en auraient éprouvé de la nostalgie au XXe siècle. Aussi aurait-il souhaité les ranimer en inventant de nouvelles formes visuelles et en se procurant des artefacts encore dotés de ces forces vives et originelles, c'est-à-dire notamment des objets d'art africains. Elias profita de cette clarification sur les correspondances entre les artisans traditionnels africains et l'art européen depuis le cubisme pour faire valoir à quel point la notion de progrès, les constructions téléologiques de l'histoire, lui apparaissaient disqualifiées à l'aune de configurations sociales plus complexes, plus paradoxales. Il écrivait, je le cite, « Une fois de plus, on voit sous un autre angle pourquoi il faut, afin de mieux comprendre les caractéristiques de l'art nègre traditionnel, réfléchir sur la révolution que l'art européen a connue au XXe siècle. Ni l'un ni l'autre de ces types d'art ne trouvera de résonance chez celui qui est prisonnier d'une conception du développement de l'art humain qui élève au rang le plus élevé le réalisme idéalisant de l'art grec et latin d'une part et l'art européen du XVe au XIXe siècle d'autre part. » Autrement dit, il voit le fait de hisser à une valeur absolue l'art grec et romain d'une part et l'art de la Renaissance comme un empêchement finalement à accéder à une dimension universelle de l'art. Ce concept de développement constitue, et je cite toujours Elias, comme je l'ai indiqué plus haut, une variante du concept familier de progrès qui voudrait que certains aspects de notre propre société, tels que la rationalité, la physique newtonienne ou l'art classique et ses dérivés, soient le point le plus élevé et l'étape finale du développement de toute l'humanité. Le tableau de l'ordre et de l'orientation du développement que connaissent les sociétés humaines et leurs manifestations diverses est dominé dans ce cas par l'idée que notre propre condition, ou une condition à atteindre dans un futur proche par notre propre société, a été de tout temps et demeure la finalité centrale et le point terminal du développement de l'humanité.
tout ce qui s'est passé avant, apparaissant comme une série de pas vers ce but ultime prédestiné. Des connotations téléologiques de ce genre ont entravé le concept de développement pendant des siècles. Donc il distingue bien précisément justement ce qu'il considère comme un ordre séquentiel, où peut se suivre éventuellement un progrès, en l'opposant à une forme d'idéologie de ce progrès qui verrait un terme unique, partageable par toute l'humanité. Et il le dit très explicitement. La formulation est sans appel et répond en quelque sorte aux critiques qui ont été formulées, notamment par l'anthropologue Jacques Goudy, concernant la thèse originale sur la civilisation. Le séjour au Ghana et la découverte des œuvres d'art africaines avaient été manifestement l'occasion, probablement recherchée par Norbert Elias, même assurément, puisque c'est quand il raconte comment il décide d'aller au Ghana, on sent qu'il saisit une opportunité, on ne le force pas à y aller. Le séjour au Ghana et la découverte donc, des œuvres d'art africaines avaient été manifestement l'occasion, probablement recherchée par Norbert Elias, de troubler l'histoire européenne des processus de civilisation, de la relativiser en partie. À lire ce second texte, plus élaboré sur l'art africain, l'épreuve ghanéenne a objectivement fonctionné. Après avoir établi qu'il n'était pas tenable d'arrêter un idéal artistique pour toute l'humanité, Elias expliquait que certains historiens de l'art, et je le cite, naïfs et autocentrés, n'avaient pas réussi à abandonner cette croyance, manifestant ainsi, toujours selon Elias, leurs limites et même leurs failles professionnelles, puisqu'ils n'étaient pas parvenus à intégrer ces productions, à la fois l'art abstrait et l'art africain, à leur corpus. Dans son texte, Elias prenait l'exemple, je continue juste pour les mettre en parallèle, les deux livres, donc ils ont 1 an d'écart, ils paraissent. Dans son texte, Elias prenait l'exemple des historiens de l'art Bernard Berenson et Ernst Gombrich, qu'il citait longuement pour abonder dans le sens de sa démonstration. Cependant, je crois que volontairement ou non, il répondait encore plus précisément à un autre interlocuteur, l'historien de l'art et l'homme de télévision, Kenneth Clark, donc le fameux auteur de Civilisation dont je vous parlais en début de communication. Je rappelle ce que je disais à ce propos. Clark mit le choix du titre de son émission sur le compte du hasard et de la nécessité du moment. Or, ce qu'il entendait par le hasard et l'actualité, il le clarifia à la toute fin de son livre et du documentaire, qui sur ce point convergeaient. Il s'agissait d'avertir le téléspectateur et le lecteur, malgré son optimisme, du fait que la menace pesant sur la civilisation était de 2 ordres, la perte du centre et l'illusion idéologique marxiste. Voici le tout dernier paragraphe du livre donc, de Clark, qui commençait par un poème de Yeats. Et je vous lis donc ce tout dernier paragraphe, donc, qui commence par le poème de Yeats. Tout se désagrège, le centre ne tient plus, l'anarchie est lâchée sur le monde, et lâchée la sombre et sanglante marée, et partout la cérémonie d'innocence est noyée. Le meilleur a perdu toute confiance, tandis que le pire est là, animé d'une passion dévorante. Clark poursuivait ainsi. C'était sûrement vrai entre les 2 guerres, et ce fut même à 2 doigts de nous détruire. Est-ce vrai aujourd'hui? Pas tout à fait, car les honnêtes gens ont des convictions. Trop, peut-être. Le problème est qu'il n'y a toujours pas de centre. L'échec moral et intellectuel du marxisme nous laisse sans solution de rechange face au matérialisme héroïque. Voilà tout. On peut être optimiste, mais il n'y a vraiment pas de quoi être joyeux à l'idée de ce qui nous attend. En fait, cette perte du centre correspondait, me semble-t-il, autant à la fin de l'Empire et aux indépendances des anciennes colonies qu'à la contestation de la structure sociale jugée conservatrice par les mouvements étudiants et ouvriers de la fin des années 60. D'autant que les failles du système politique communiste dans sa version soviétique se révélaient depuis le printemps de Prague, survenu en 68, donc 1 an avant la diffusion du documentaire, l'année qui précéda justement la diffusion du documentaire et l'apparition du livre de Clark, comme l'édition anglaise de The Civilizing Process d'Elias. Or, dans son second texte sur l'art africain, Elias répondit précisément à cette conclusion relativement sombre de Clark. Conclusion relativement sombre qui dévoilait les convictions idéologiques ayant prévalu à la conception de son documentaire. Car dans cette même conclusion, l'historien de l'art britannique, qui se présentait lui-même comme rétrograde, confia vouloir transmettre à son audience un certain nombre de valeurs. Après l'ordre,
la douceur, le pardon, la connaissance, la solidarité et l'histoire, il ajoutait « Je crois également à une ou deux choses plus difficiles à exposer en quelques mots, par exemple la politesse, courtesy dans la version originale anglaise. Et si l'on suivait Elias d'ailleurs, peut-être qu'on traduirait plutôt courtesy par civilité que par politesse, comme l'a fait le traducteur dans la version française. Par exemple, la politesse, dit donc Clarke, un rite qui évite de blesser les sentiments des autres en s'accordant des satisfactions à soi-même. Elias s'en prit précisément à ces deux arguments dans son texte sur l'art africain, en déconstruisant explicitement la norme européenne comme centre, tant sur le plan des beaux-arts que pour les mondes sociaux, et en allant à l'encontre de Clarke rechercher dans l'œuvre de Marx un passage sur le caractère pionnier de ses travaux en matière de longue durée et d'attention à des configurations sociales paradoxales. Je cite Elias qualifiant le travail de Marx, une vaste connaissance des détails et une approche dynamique développementaliste, alliée à une capacité de synthèse de grande envergure et à long terme. De même, le sociologue ajoutait au crédit de Marx, non sans critique vis-à-vis du caractère désuet et rudimentaire des conclusions de son argumentation, qu'il avait visé juste quand il avait expliqué que, et là je vais citer Marx dans la traduction d'Elias, la difficulté ne consiste pas à comprendre que l'art grec et l'épopée sont liés à certaines formes de développement social, mais en ce qu'ils nous procurent encore un plaisir artistique et qu'ils possèdent, à certains égards, le caractère d'une norme et d'un modèle insurpassé. Interrogation analogue à la réflexion d'Elias sur la réception européenne au XXe siècle de l'art traditionnel africain. En conclusion, si Kenneth Clarke et Norbert Elias ne furent pas en conversation directe l'un avec l'autre dans leurs publications, aucune mention des travaux de l'autre dans leurs bibliographies respectives, il n'en demeure pas moins que leurs conclusions argumentatives, en 1969 et en 1970, se répondent. Le sociologue pointe les fondements idéologiques de la discipline histoire de l'art, qui, dans son projet restreint à l'étude de l'art comme symptôme de la civilisation, fait l'aveu de ses limites scientifiques, incapable d'opérer hors un cadre historique et géographique circonscrit à l'Europe moderne. De ce point de vue, il me semble que le sociologue s'interroge quant au fait que cette discipline, l'histoire de l'art, puisse prétendre à la fonction critique d'une science humaine. Sur un plan plus fondamental, il apparaît que l'objet limite, qu'est l'objet d'art traditionnel africain, est un lieu opportun pour questionner la définition de la civilisation, pour en fonder les preuves, et que si Clarke l'évacue de sa réflexion, Elias le saisit pour la prolonger plus d'une trentaine d'années après sa thèse et réussit une articulation qui agrandit, me semble-t-il, sa conception de la notion de civilisation. Et je vous remercie.